Ah, excusez-moi, j'ai mis un petit peu de bruit là autour. Et donc, je disais aussi, grâce à nos partenaires comme Altios, en fait, nous accompagnons tous les ans plusieurs centaines de PME ETI à l'international. Et dans ces PME ETI, on en accompagne un certain nombre, et j'allais dire un nombre croissant, qui s'implantent à l'étranger. Alors, pourquoi s'implanter à l'étranger? En fait, cette présence locale souvent permet aux entreprises de renforcer leur ancrage dans les pays, et ça leur permet aussi, on l'a vu, dans des circonstances très particulières comme celle de la pandémie qu'on a connue, de pouvoir continuer à exercer leur activité localement, à rester en contact avec leurs fournisseurs et leurs clients. Donc, cette implantation locale, elle est porteuse de sens pour les entreprises, et on a pu le constater aussi, et d'ailleurs même dans le contexte de cette pandémie, cette implantation locale, elle prend de plus en plus la forme de la croissance externe, donc de rachat de sociétés dans le pays. Alors là aussi, plusieurs explications. Et donc, en fait, on a pu constater, notamment dans le cadre de la pandémie, qu'il y avait des opportunités à saisir, y compris pour des PME. Donc, pourquoi s'implanter localement, on le sait, et on vient de le dire. Après, il faut garder en tête le fait que cela peut présenter des risques quand même assez importants, hein, sachant que les capitaux qui sont engagés sont eux-mêmes assez élevés. Et donc, parmi ces risques, bon, ça sera détaillé un petit peu plus tard, mais il y a l'intégration de la cible elle-même, et puis potentiellement aussi, dans le temps, dirons-nous, une dépréciation possible de l'investissement, hein, donc qui va dépendre de la valeur d'acquisition, d'où l'importance de bien la valoriser, cette acquisition. Ça peut être dans certains cas aussi des problématiques de change, et puis de risque pays. Alors, il est vrai que là, on va parler de croissance externe en Europe, donc les derniers risques que j'ai pu identifier sont beaucoup moins prégnants en Europe, et notamment en zone euro, puisqu'il n'y a pas de risque de change. Et de manière générale, les réglementations sont beaucoup plus proches, dirons-nous. Mais il ne faut pas négliger le fait qu'il reste quand même des risques liés à des approches culturelles qui sont différentes, et un environnement des affaires qui est lui aussi différent d'un pays à l'autre. Donc, Daniel Vassalucci et Pierre Casoli vont avoir l'occasion de vous présenter leur expérience dans ce domaine qui, vous le verrez, est fort intéressant. Donc, sur cette slide 2, je voulais juste rappeler qu'on l'a vu, les enjeux étaient importants, hein, dans le cadre d'une croissance externe, d'où la nécessité d'avoir un projet qui, au départ, est bien structuré et qui est bien accompagné aussi, à la fois donc au moment de l'acquisition, mais aussi par la suite dans l'intégration de la cible, et pour faire croître cette cible de manière harmonieuse. C'est pour ça qu'en synergie avec des experts opérationnels comme Altios va vous le présenter, nous avons à cœur, nous en tant que banquiers, à pouvoir être associés assez en amont dès le départ de votre réflexion, pour pouvoir vous accompagner sur la partie financière de manière optimale. Vous le verrez, Damien Ayeret et Anne Sorlut vous donneront quelques exemples en la matière, parce que dans ce domaine financier, donc les conseils que l'on peut vous prodiguer sur le montage, avec des financements structurés, des fonds propres, des quasi-fonds propres. On a parlé éventuellement, lorsque c'est nécessaire, des problématiques de couverture de change. Tous ces aspects-là, en fait, plus on les voit tôt avec vous, mieux on peut articuler des financements qui correspondent particulièrement bien à vos besoins. Et je voulais juste terminer avec la dernière slide, si tu veux bien, Patrick, pour vous signaler aussi que dans le cadre
Patrick, excuse-moi. Oui, merci. Dans le cadre donc de l'accompagnement de la cible localement, et ça c'est important parce qu'encore une fois, c'est bien de l'avoir acheté, mais après il faut que cette cible puisse fonctionner le mieux possible dans le pays et en coordination avec vous. Donc, nous mettons à votre disposition des petites équipes qui sont dédiées dans les différents pays, qui sont complètement intégrées dans la vie locale des affaires, qui sont multiculturelles, toutes francophones, et qui vont être en articulation avec les équipes d'Altios également dans les différents pays pour vous accompagner justement sur les besoins locaux de l'entreprise que vous aurez achetée, et ces besoins peuvent être nombreux. Voilà, et ceux-ci, ils le feront de manière très fluide en coordination avec votre chargé d'affaires en France. Voilà ce que je voulais dire peut-être juste en introduction. Et donc, Patrick, je vais te céder la parole pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup Catherine. Donc encore une fois, on est tous très heureux de vous avoir pour ce webinaire dédié à la croissance externe à l'international. Je vais laisser la parole à Alexandre Kaplan, mais avant cela, vous rappeler le dispositif en fait d'Altios. Donc comme on opère, on a des relations extrêmement proches avec les équipes du Crédit Agricole à la fois en France au travers des caisses régionales, mais également au travers du dispositif international que vient de présenter Catherine Hédou. Et on est véritablement spécialisé dans toutes les solutions qui permettent à une entreprise, une PME, une ETI, de pouvoir se développer à l'international. Donc, vous pouvez nous contacter au travers de vos caisses régionales, au travers des services affaires internationales, n'hésitez pas. Et on sera aussi ravis de pouvoir nourrir et contribuer à vos succès. Pour poursuivre, je vais laisser la parole à Alexandre Kaplan, qui est le directeur Corporate Finance Altios. Merci beaucoup, Patrick. Bonjour à tous. Donc voilà, en 2 mots, je gère l'équipe Corporate Finance d'Altios. J'ai une petite dizaine d'années d'expérience en M&A dans différents cabinets à Londres puis Paris, et je suis vraiment ravi d'intervenir aujourd'hui aux côtés du Crédit Agricole et d'avoir le témoignage de 2 dirigeants un petit peu pour rythmer cette intervention. Donc, comme vous le voyez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, pourquoi la croissance externe? Déjà, une première constatation, la crise sanitaire actuelle a bousculé les stratégies d'entreprise et on constate vraiment une forte accélération des démarches d'acquisition qui s'intègrent maintenant presque naturellement dans les plans de développement à l'international. Donc, vraiment, de notre prisme, Altios, on ressent cette accélération avec une nette augmentation du nombre de projets 3 fois plus qu'en temps normal depuis le début de la crise, et une forte tendance pour nos clients français notamment de cibler en priorité des marchés européens. Donc qui sont vus comme moins risqués et qui permettent de sécuriser une stratégie d'expansion. Et c'est vrai que cette dynamique, elle s'applique notamment pour les PME, ETI qui vont préférer la croissance externe à la croissance organique qui est souvent plus longue, plus incertaine, alors qu'une opération de croissance externe réussie permet vraiment de sécuriser quasi directement un développement dans un pays, avec une implantation en propre, des employés, un chiffre d'affaires existant, une marque, on l'espère une rentabilité ou au moins future, un portefeuille client. C'est autant d'atouts qui permettent réellement d'aller chercher rapidement des nouveaux leviers de croissance hors de son marché domestique. Patrick, je veux bien que tu passes à la slide d'après. Patrick. Parfait. Sur comment bien se préparer. Alors, pour commencer, c'est vraiment primordial de bien préparer son projet de croissance externe. Donc, comment? D'abord, c'est un process qui va prendre du temps, en moyenne 1 an et très fréquemment jusqu'à 18 mois. Donc, il faut vraiment avoir conscience que c'est un projet qui va vous prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens.
C'est également un processus qui est complexe, avec de nombreux obstacles, voilà, surtout à l'international, hein, quand il faut gérer les différences culturelles, les différences de valorisation, et parfois la cible qu'on vise hein, ou qu'on souhaite acheter, elle n'existe pas, et donc ça nécessite de réadapter un petit peu ces critères. Donc tout ça impose de bien se préparer, et qu'est-ce que ça veut dire réellement et sur l'opérationnel? C'est déjà valider sa stratégie d'investissement. C'est ensuite nommer un responsable de projet en interne, vraiment celui qui va être en lien avec tous les intervenants, que ce soit les conseils M&A, les auditeurs, les avocats, mais aussi les autres personnes en interne dans le groupe, hein, le CEO, le fonds d'investissement s'il y en a. Donc, il faut vraiment une personne un petit peu pivot, un responsable interne qui va consacrer du temps pour ce projet. Et souvent, c'est du temps qu'on consacre en plus de son périmètre actuel. Donc, ça impose de bien s'organiser et qui pourra vraiment être la personne responsable de l'intégration de la société si l'opération est réussie et de son pilotage. Ensuite, voilà, c'est définir quel budget, voilà, décider s'il faut un conseil ou pas, ce qui est recommandé quand on va à l'international, quand on ne connaît pas le pays, quand on ne connaît pas ses habitudes. C'est aussi définir le rationnel de l'acquisition. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire une acquisition? Est-ce que c'est pour entrer dans un nouveau pays? Est-ce que c'est pour consolider des opérations existantes? Est-ce que c'est pour acheter une technologie spécifique, une marque, ou bien une accréditation particulière? Donc, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser en amont parce que rapidement, ensuite, au fil de l'eau, elles vont se poser. Ensuite, et c'est pour moi, on va dire, de loin le plus important avant de pousser sur le bouton, c'est de bien prendre le temps de définir la typologie de la cible idéale, donc son activité, le niveau de chiffre d'affaires, est-ce qu'on veut une cible rentable ou pas, combien de personnes, quel modèle d'opération est-ce qu'on souhaite aussi? Donc, c'est vrai que ça, c'est nécessaire parce que ça permet d'affiner un petit peu l'enveloppe d'investissement et le modèle. Donc, est-ce que c'est une acquisition à 100%? Est-ce qu'on va privilégier une montée progressive au capital en gardant les managers en place quelques années? Est-ce que on va vouloir tout de suite avoir juste une entrée minoritaire? Donc, toutes ces questions-là, c'est vraiment des premiers points d'attention qu'il faut se poser pour bien démarrer son projet d'acquisition. Ensuite, donc, sur les étapes clés, au risque qu'il y ait certaines redites pour certains, mais voilà, les grandes étapes clés, je vais revenir dessus très rapidement, d'un projet d'acquisition classique. En 2 mots, hein, il y a 5 grosses étapes dans un projet d'acquisition. La première, c'est la partie identification de cibles, ce qu'on appelle vulgairement le screening, qui vraiment va permettre de repérer les cibles qui correspondent au profil de votre cible idéale. Ensuite, étape 2, c'est la phase d'approche, donc voilà, qui va permettre d'aller tester un petit peu l'intérêt pour une société de vendre ou de pas vendre, mais au moins on a la réponse. Ensuite, s'il y a une ou plusieurs ouvertures, c'est là qu'on arrive en étape 3, où on va organiser un échange entre la société et la cible, voilà, pour une première présentation. Ensuite, donc, si cette première discussion se passe bien, c'est là que la négociation peut commencer. Donc, on commence à parler des synergies possibles, du prix, on prépare l'analyse financière, on va commencer à négocier. Voilà, l'idée, c'est d'arriver assez rapidement, ou en tout cas le plus rapidement qu'on peut, à la signature d'une lettre d'intention non engageante qui va permettre de figer, on va dire, les principaux paramètres de l'opération. Et une fois cette LOI signée, c'est là qu'on passe en étape 4, qui est l'étape de due diligence, afin de vérifier que sur les différents volets financiers, juridiques, social, il n'y a pas de point de blocage qui remettrait en cause les conditions de l'offre. Et si tout est bon à cette étape-là, et il y a déjà du temps qui s'est écoulé, on confirme alors une offre ferme et c'est là qu'on peut démarrer la rédaction du contrat de cession de parts qui va définir toutes les clauses de l'opération. Donc voilà, ce document est préparé par un avocat et ensuite seulement si acheteurs et vendeurs vont être d'accord sur l'ensemble des clauses de ce contrat, c'est là qu'on peut faire signing puis closing. Rapidement, pour revenir sur la première étape qui est celle du screening et rentrer un petit peu plus en détail sur cette phase, le premier risque, c'est de vouloir faire l'identification de cible trop rapidement et de vouloir tout de suite aller approcher les cibles. En fait, il faut vraiment prendre le temps d'être le plus complet possible au risque, si on ne le fait pas, de passer à côté de la cible idéale que vous avez pris du temps à définir avant de lancer le projet.
Donc vraiment, pour une acquisition à l'international, ça impose d'avoir un écosystème, de connaître les réseaux locaux, tous les leviers qui vont permettre d'identifier des sociétés au-delà des bases de données classiques. Et il faut compter au moins 2 mois, selon le marché, le secteur, c'est variable selon les ressources qu'on y alloue, mais pour avoir une liste vraiment complète. Ensuite, un mot sur la disponibilité de l'information financière. Elle est variable selon les pays, donc c'est très possible que parfois dans cette phase d'identification, on n'ait qu'un chiffre d'affaires estimé et cette disponibilité de l'information financière et de l'actionnariat, voilà, elle est vraiment très variable. En Allemagne, par exemple, pour des petites sociétés, c'est souvent plus difficile d'accès, alors qu'en France ou au UK, voilà, on va au moins arriver à avoir une estimation de chiffre d'affaires. Pour l'actionnariat, c'est la même chose. Faut vraiment prendre le temps d'identifier qui est au capital, car ensuite, vous allez le voir sur la phase 2, on n'approche pas de la même manière un dirigeant de 25 ans, de 80 ans, ou un fonds d'investissement, ou bien une famille qui est au capital depuis 3 générations. Donc, toutes ces questions-là, ça impose de se les poser vraiment en étape 1. Qui va nous permettre ensuite, du coup, de basculer sur l'étape 2. Patrick, je veux bien que tu passes à la slide d'après, qui est voilà, la phase d'approche qu'il faut soigner absolument. Donc, la première chose à faire, c'est de commencer par faire sa sélection des cibles les plus pertinentes à aller approcher. Et ensuite, sur la typologie de l'approche. Donc, il faut se mettre d'accord avec son conseil si on en a un, mais il y a quelques précautions à prendre. Est-ce qu'on approche en anonyme ou pas? Comment on approche? Mail, LinkedIn, courrier, coup de téléphone. Voilà, toutes ces questions-là, il faut se les poser pour affiner un petit peu la typologie de l'approche, tout en sachant qu'il y a des vraies différences culturelles selon les pays, même en Europe. Par exemple, en Allemagne ou en Pologne, voilà, faut être plus formel, faut mettre les formes, faut éviter de brusquer, il faudra s'armer de patience. Alors qu'au UK, en Espagne ou en Italie, les vendeurs vont être plus accessibles, plus directs. Donc c'est vrai que voilà, grossièrement, on peut parler de quelques tendances, quelques ratios. C'est vrai que nous, quand on va approcher une dizaine de sociétés en Allemagne, si on a un ou deux entretiens, ouverture avec des vendeurs, on est déjà content. Et encore une fois, ça dépend bien sûr des secteurs, alors que voilà, ce sera plutôt le double sur le UK et même plus récemment sur les derniers mandats en Espagne, on a des ratios d'ouverture qui sont quasiment de 50%. Ensuite, sur l'échange, c'est vraiment important de ne pas brusquer la cible en attaquant trop rapidement les sujets sensibles, mais qui pour vous sont peut-être les plus importants, mais qui sont très sensibles pour des vendeurs, voilà, qui ouvrent progressivement les livres de leur société. Donc, il n'est pas recommandé de demander au bout de 2 minutes d'échange lors de la première rencontre tout de suite le niveau d'EBITDA, le prix souhaité. Il faut vraiment mettre les gens à l'aise, quitte à proposer voilà, un accord de confidentialité et puis vraiment d'insister sur le projet industriel. Patrick, je veux bien qu'on passe à la slide d'après, qui est la phase sensible de valorisation et négociation. Donc voilà, si tous les signaux sont au vert, c'est alors qu'on peut commencer l'analyse financière en se renseignant bien sûr sur les multiples de marché. Pour ça, il faut bien comprendre que dans certains pays, l'EBITDA comptable est vraiment très différent de l'EBITDA qu'on dit ajusté. Au UK, par exemple, voilà, il n'est pas rare de voir certaines dépenses personnelles de dirigeants dans la société. En Espagne, voilà, il est fréquent de voir certaines rémunérations de dirigeants qui dépassent un petit peu les standards de marché et qu'il faut réintégrer. Donc, ça, c'est un exercice qu'il faut absolument faire parce que pour la valorisation, quand on prend un multiple de l'EBITDA, il faut vraiment être vigilant sur quel EBITDA on prend. Et ça, selon les pays, il y a des petites subtilités. Ensuite, sur la rencontre. Donc, comme je disais, il y a la première rencontre, on va dire phase d'approche, mais ensuite, idéalement, c'est vrai que c'est quand même toujours bien, même si beaucoup de choses peuvent se faire en digital, de créer le lien en physique, en présentiel, parce que c'est avant tout une histoire d'homme. Et ça impose de s'adapter au pays, bien sûr, mais aussi de s'adapter à son interlocuteur. Donc voilà, ça impose d'être patient, de prendre le temps de connaître qui on a en face, son histoire, sa stratégie, pourquoi il veut vendre, pourquoi est-ce que
s'adosser à un gros groupe étranger pourrait faire sens. Donc, il faut vraiment être patient au risque voilà, de froisser et de faire déraper les négociations. Ensuite, sur le montage de l'opération, il ne faut pas hésiter à être créatif sur la structuration. Il n'y a pas un seul modèle. Il existe vraiment plusieurs mécanismes qui permettent de trouver un accord, un compromis entre les deux parties. Et je dirais que pour maximiser vraiment les chances de trouver cet accord, il faut vraiment prendre le temps de se renseigner sur les multiples de marchés, de son secteur bien sûr, dans son pays bien sûr, mais aussi à l'étranger, dans le pays, d'avoir une vision parfois même européenne pour avoir à peu près les fourchettes, parce que voilà, peut y avoir des différences de multiples entre les pays pour un même secteur. Et ça permet souvent voilà, d'avoir une base objective pour les deux parties, de dire ben voilà, on a fait l'exercice, c'est quand même plus sain quand on négocie d'avoir des preuves. Voilà, et pour finir, parce que je vois que le temps file, je dirais qu'il est indispensable de réaliser des due diligence afin de vérifier voilà, qu'il n'y ait pas de gros points de blocage. Et si tout va bien, on peut finaliser les derniers termes du contrat et réaliser l'acquisition. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je pense, Patrick, qu'on peut maintenant accueillir le premier intervenant, Pierre Casoli, qui est le président de la société Mbalizo et que je vais laisser présenter. Tout à fait. En fait, Alexandre, on a l'opportunité d'avoir avec nous deux dirigeants d'entreprise qui ont expérimenté des modèles de croissance en Europe par acquisition. Et on a le plaisir d'accueillir le premier d'entre eux, donc Pierre Casoli, président de la société Mbalizo. Je veux aussi signaler à nos auditeurs que si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fonction de chat que vous retrouvez sur votre panel, votre tableau, pour qu'on puisse traiter cette fonction auprès de nos experts présents. Alexandre, je te laisse poursuivre avec Pierre Casoli. Pierre, je te laisse te présenter. Bonjour, merci de m'avoir invité. Moi, je dirige la société Mbalizo, que j'ai créée il y a une trentaine d'années. Un petit slide qui vous montre, je suis parti de France il y a 30 ans et les différents pays où nous sommes implantés dans le monde. Et notre activité est double, une activité dans l'emballage pharmaceutique pour la chaîne du froid des médicaments, qui est très internationale, très lointaine, et une autre activité plus européenne, qui est celle des panneaux légers pour l'industrie graphique et l'art graphique, et deux secteurs qui sont, comme vous pouvez le penser, impactés très différemment par le Covid, puisque l'industrie pharmaceutique est en plein boom et a une très très forte croissance à l'international aussi, alors que l'industrie de l'art graphique est en pleine récession, mais on espère que ça va redémarrer après le Covid. Donc deux stratégies différentes. Et je vous remercie de m'avoir invité pour échanger sur une petite expérience que j'ai eue par le passé en croissance externe, qui ne s'est pas bien passée, donc j'aime bien partager les raisons des échecs. Et puis actuellement, avec Altios, nous sommes sur une négociation de croissance externe en Europe. Donc, je me suis ramassé un gadin. Je suis tombé une première fois en apprenant à marcher. Et pour apprendre à marcher, il faut tomber. Donc, je me remets debout et je redémarre une croissance externe. Voilà un peu rapidement présenté pourquoi je suis ici. Et je suis aussi client du Crédit Agricole depuis longtemps, depuis la création. Longtemps, ouais. Patrick, on peut peut-être passer à la première question si tu veux bien. Ouais, super. Bah, merci beaucoup, Pierre. Alors, première question, pourquoi et quand privilégier une croissance externe par rapport à une implantation en propre? Alors, pourquoi? Je dirais qu'avant tout, c'est une question de stratégie. Pourquoi faire de la croissance externe quand on peut faire aussi de la croissance organique? Ça dépend tout déjà de votre état d'esprit, de votre maturité de marché. Là, on parle d'international, donc suivant le pays où l'on est, il est peut-être favorable dans certains pays de faire une croissance externe parce qu'on est déjà implanté ou parce que c'est plus difficile d'y rentrer ou plutôt faire de la croissance organique en s'implantant et créant une société. Donc, c'est vraiment une question de stratégie et je pense que ça découle beaucoup du dirigeant de l'entreprise et de l'organisation interne de l'entreprise, qui répond un peu aussi à la question du quand, je dirais, quand on y est préparé. Donc, Alexandre, vous avez donné
une liste très précise de la méthodologie. Si on la suit très bien de A à Z, normalement, on ne doit pas se planter. Des fois, mais je pense que c'est hyper important par rapport au camp de bien prendre en compte la préparation. La préparation, elle est interne, mais elle est surtout humaine, je pense. Il faut vraiment embarquer toute l'équipe avec soi. Et on ne décide pas d'y aller en dire tiens, aujourd'hui, je vais faire la croissance externe comme ça. Même si on a bien tout déroulé, il faut s'assurer que du côté de la cible et de notre côté, au niveau humain, il va y avoir des liens qui vont se faire. Je crois beaucoup à ça. S'il n'y a pas de lien humain, ça va être très difficile. Voilà, donc le pourquoi aussi, tout à l'heure, vous l'avez rappelé, c'est important, on est dans un contexte actuel où il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de changements sur le plan financier au niveau mondial. Donc, il y a des moyens financiers qui sont là et qui vont être là pour financer la croissance externe. Altios, vous l'expliquiez, vous aviez beaucoup de demandes. Et quand je vois, moi, j'ai des opportunités qui sont présentées. On est venu me proposer des sociétés et dans notre stratégie interne, on y réfléchit beaucoup plus qu'avant. Voilà pourquoi l'une par rapport à l'autre. Alors, la deuxième question, je veux qu'elle arrive tout de suite. Quels sont… Ouais, alors la deuxième question, merci beaucoup hein, Pierre sur cette première réponse. Et donc là, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet sur les pièges à éviter, du coup les risques éventuels, en faisant peut-être référence à ta première expérience hein, Ouais. du sujet. Très bien. Ouais. Voilà, il faut revenir il y a quelques années en arrière. On a déjà une implantation en Allemagne de sociétés que j'ai créées, une filiale qu'on a créée en 2000. Et quelques années plus tard, mon collègue allemand m'a amené un projet de croissance externe qui était très intéressant sur le papier. On a fait un bon business plan. On n'a peut-être pas tout bien déroulé. Je pense que si on avait déroulé dans le détail, on ne serait peut-être pas ramassé une gamelle. Mais c'était un sujet intéressant, une société qui était en dépôt de bilan et on nous l'a quasiment donné en nous disant qu'il fallait la sauver. Et puis c'était intéressant, mais essentiellement au niveau humain, de garder les emplois. Il n'y avait qu'une chose, c'est qu'on n'était pas vraiment sur le secteur d'activité qui était pile poil le nôtre au niveau commercial. Au niveau technique, c'était super. Donc, on a travaillé avec la personne qui nous donnait cette société. On a travaillé pendant plus de 6 mois à améliorer les outils de production. Et on avait fait des gains de productivité de plus de 30%. Donc, le jour où on a signé, après, on s'est dit c'est tout gagné, quoi. Et il y avait un paramètre qu'on n'avait pas vu. On est dans l'activité du polystyrène et c'était il y a de nombreuses années en arrière, il y a une libération des cours du polystyrène sur le marché et les prix des matières premières ont carrément flambé. Alors, quand c'est comme ça, on augmente nos prix de vente, bien entendu. Et seulement le concurrent allemand qui n'avait pas eu droit à la société parce que lui, il la voulait pour la fermer, nous, on nous l'avait donné pour la continuer. Lui, il avait l'air un peu plus solide que nous, il a baissé ses prix de vente pour vraiment nous asseoir. Donc, on a fait un peu la guerre pendant quelques mois. Au bout d'un moment, j'ai dit, hop, ça, on va arrêter, ça nous coûtait trop cher. Et il avait très bien fait, il a très bien fait son attaque, hein, puisqu'il a même détourné le directeur commercial qu'on avait. Donc, il avait bien ciblé notre point faible. Et le point faible, c'était cette niche de marché sur laquelle on n'était pas. On connaissait la technique pour faire ces mousses de polystyrène, mais cette niche de marché, nous, je pensais que le commercial allait rester avec nous, que ça allait bien se passer. Je ne pensais pas que l'attaque allait être aussi forte que ça du concurrent. C'était sur un marché différent, puis c'était du polystyrène en mousse aussi, mais pour l'alimentaire, marché sur lequel on n'était pas du tout, de barquettes alimentaires. Donc voilà comment, à la limite, j'allais dire, on était bien préparé au niveau technique. Je suis de formation ingénieur, donc j'étais hyper content de moi, avec mon collègue allemand aussi, mais on n'était vraiment pas assez bien préparé sur le plan humain, commercial. On était bien préparé sur le niveau financement, parce qu'on a bien été aidé par les banques. Et je continue un peu là-dessus en disant qu'il y a des risques éventuels, il faut toujours les calculer, puisque quand on se ramasse la gamelle, il faut quand même pouvoir continuer derrière, donc il y a quand même des enjeux financiers. Bon, le risque a été absorbé, puisqu'après on a été la dette, et puis on a continué comme ça, quoi, sans cette société. Mais c'est important, je pense, de bien calculer son risque, quel risque financier on prend pour faire de la croissance externe. En Europe, je vais dire, on est encore assez raisonnable. Je vois quelques confrères américains, je ne dirais pas qu'ils sont pas raisonnables, mais ils sont franchement irraisonnables, quoi. Des multiples d'EBITDA qui sont complètement fous. C'est assez curieux. Dans notre secteur, c'est énorme.
ça me laisse assez perplexe. Donc, il faut quand même rester un peu la tête sur les épaules. Super. Un peu moi, ce que je ressens comme risque, hein, risque humain et connaissance, c'est-à-dire la zone de confort où on n'est pas au confort, ben, il faut la creuser, quoi. Voilà. Ouais, c'est très clair. Et bien connaître son marché. Ouais, toute l'étude de marché, il faut la faire à fond. Je crois qu'on n'avait pas fait cette étude de marché comme il faut. Le truc classique d'un business plan, quoi, qui a été rappelé tout à l'heure, il faut voir la liste des concurrents, les marchés, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs forces, quelles sont les faiblesses. Là, franchement, on n'était pas à la hauteur. D'accord. Ouais, une belle première expérience quand même. Oui, je pense qu'on apprend de ses erreurs. Là, j'ai appris beaucoup. C'est l'essentiel. Ouais. Troisième question, du coup, est-ce que la croissance externe, c'est quand même un bon moyen pour commencer, on va dire, sur un nouveau marché là où on n'a pas d'opération, ou est-ce que pour vous, là, c'est plutôt un accélérateur lorsqu'on a déjà une première implantation? J'allais dire que les deux, ça va dépendre des pays. Ça dépend de la taille du marché où on est, ça va dépendre de la structure, de l'organisation du pays, ça dépend de ce que l'on fait en première opération locale. Est-ce qu'on est déjà implanté dans un pays avec une unité de production mais qui ne commercialise pas? Est-ce qu'on veut prendre un partenaire qui veut faire du commercial? Donc, on va aller plus vite. La croissance externe, il faut l'avoir à différents niveaux, hein. Nous, on est dans une activité industrielle, donc il y a des usines, mais pas que. Il y a aussi des services commerciaux, il y a de la R&D, il y a tout ce qui va autour d'une activité. Donc, la croissance externe, elle peut être plus ou moins complexe quand on a une usine avec de la production, de la qualité, de la finance, des hommes à gérer, des machines et la couche commerciale. Bon, et si on prend une activité qui est purement commerciale, c'est pas la même chose. Et on peut avoir certaines choses déjà par une implantation locale et pas l'autre. Je réfléchis à certains pays qui sont très grands et qui sont difficiles à couvrir en une seule implantation, hein. Je pense à l'Asie, notamment la Chine, aux États-Unis aussi. C'est des pays où il y a de la multiculture dans le même pays. Et donc, c'est des pays dans des pays, hein, entre le nord et le sud. Déjà chez nous, hein, vous connaissez les histoires. Donc, dans les autres pays, vous pouvez les imaginer, c'est encore plus chaud, quoi. Donc, c'est un moyen, c'est sûr que ça peut être un très bon moyen. C'est même, à mon avis, pour certains secteurs, et encore sur les dirigeants d'entreprise, c'est même le meilleur moyen de faire la croissance externe. Pour d'autres, ça peut venir en complément ou ça peut être un accélérateur aussi. Enfin, faut être très, très ouvert là-dessus. Ouais. Ouais, tout à fait d'accord. Patrick, je crois qu'il y a une dernière question. Ouais, bon, plus ciblé, du coup. Alors, chez nous particulièrement, ouais, bon, Ouais. est-ce que c'est un moyen pour prendre pierre plus rapidement? Ça va dépendre du. Est-ce que ça vous a fait gagner du temps? Ouais. Ça va dépendre du pays. Donc, je vais prendre un exemple parce qu'on est sur deux secteurs d'activité différents actuellement. Il y en a un des deux où la croissance externe dans un pays européen va être plus rapide que si on va s'implanter. Voilà. Pour l'autre secteur d'activité, ça va pas être la même chose parce que le marché n'est pas mature de la même manière. Nous, on connaît le marché différemment. Enfin, voilà. Je pense qu'on revient là, c'est en baliso pur, donc c'est pas hyper intéressant, mais simplement ce qu'on peut se dire dans sa propre société, c'est quel est le bon timing? Hein, quel est le bon timing par rapport à nos équipes? Quel est le bon timing par rapport à notre stratégie? Quel est le bon timing par rapport au marché global? Et là, actuellement, il y a un petit catalyseur qui s'appelle le Covid quand même. Et là, il est de partout, celui-ci. Donc, lui, il est international. Il a compris, il ne connaît pas les frontières. Malheureusement. Malheureusement. Ouais. Ok, bah super. Merci beaucoup. C'était vraiment extrêmement intéressant. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, on sera tous ravis d'y répondre et on peut du coup accueillir Daniel Vassalucci, directeur général d'Optimum Automotive. Bonjour Daniel. Bonjour. Je te laisse peut-être dire un mot sur Optimum. Oui. Ok, Optimum Automotive est une entreprise que j'ai créée en 2006, donc il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est à peu près 120 personnes, on a à peu près 4000 clients, tout type de clients, des PME, des grandes entreprises, des administrations, des grands comptes. Alors, on opère dans le véhicule connecté, c'est-à-dire concrètement, on propose aux entreprises, administrations,
des solutions pour mieux gérer, on va dire pour optimiser leur flotte de véhicules. Encore une fois, comme on en est 2 ou plusieurs milliers, et on essaie en fait comme ça d'optimiser à la fois les coûts, donc de diminuer le coût de possession des véhicules, mais aussi, parce que c'est un sujet qui est pleinement d'actualité, d'optimiser l'empreinte carbone, donc d'aller vers le verdissement de la flotte, que ce soit par l'usage lui-même, hein, une meilleure façon de se comporter au volant, ou peut-être également par les mutations technologiques. Et on voit notamment en ce moment les mutations qui font passer du véhicule thermique au véhicule électrique ou bientôt à l'hydrogène. Donc en fait, on accompagne nos clients, on met à disposition à la fois des outils en mode SaaS, c'est-à-dire une plateforme ou des applications mobiles qui permet de faire de la gestion de parc, de l'analyse de conduite, de l'autopartage, du covoiturage, ça dépend un peu du profil de l'entreprise ou de la collectivité. Concrètement, on a cette activité donc depuis une quinzaine d'années. Depuis 5-6 ans, on fait au moins 50% de croissance, donc on a pas mal accéléré. On est présent maintenant soit en mode direct, soit en mode indirect, j'en dirai quelques mots après, sur une vingtaine de pays. Et puis l'année dernière, et c'est vrai que pour nous l'international résonne forcément dans l'histoire de la société aujourd'hui, on a fait une levée de fonds auprès de Demeter et d'Amundi, 14 millions à peu près, c'était en fin 2019 pour accélérer notre développement international. Bon, il se trouve que le Covid est passé par là et que, bien évidemment, notre roadmap s'est un petit peu décalé, mais il n'empêche qu'on est toujours dans le momentum et que c'est toujours l'objectif, bien évidemment, de l'entreprise d'aller vers un petit peu plus d'international de différentes façons. Alors, voilà, on a une roadmap du coup qui s'est un peu réactualisée. Aujourd'hui, en 2020, on est présent en France, en Espagne, au Portugal, Suisse, Allemagne, Autriche, là, dans les semaines qui viennent, notamment au travers d'une acquisition. Et puis, historiquement, on est aussi présent pas mal en Afrique. Il se trouve qu'il y a 6-7 ans, on a ouvert une filiale d'abord à Casablanca, l'année suivante à Abidjan, Côte d'Ivoire, puis Sénégal, puis bureau de représentation aussi au Kenya. Et donc, c'est pour nous assez important hein, d'être sur 2 continents comme ça, parce que ce sont vraiment deux approches complètement différentes du business. Et il est vrai qu'on a une roadmap assez ambitieuse pour 2021 et 2022, puisque que ce soit au travers de création de filiales, d'acquisition ou de partenariats de distribution, on va renforcer à la fois la présence en Europe, renforcer de manière non négligeable notre présence sur l'Afrique, et puis faire le pas dès cette fin d'année 2021 sur un autre continent qui est l'Amérique, notamment l'Amérique du Sud et le Canada. On travaille avec des très très gros partenariats, des groupes comme Renault, PSA, Toyota, ça dépend un petit peu des pays et ou continents, et ça nous permet en fait de déployer nos solutions avec une certaine célérité. Voilà pour Optimum Automotive. Super, très clair. On va tout de suite passer du coup à la première question. Donc, on a vu hein, une présence dans presque une vingtaine de pays. Donc, comment est-ce qu'on structure son internalisation, surtout comme tu le disais, avec une croissance de plus de 50% ces dernières années. Donc, comment est-ce qu'on structure tout ça proprement hein? Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs points. Je résumerai ça en 3 points. Le premier, c'est de bien répartir les axes de croissance, c'est-à-dire de savoir construire une stratégie qui essaie de faire en sorte que dans l'entreprise, on orchestre un petit peu les trois médias, les trois vecteurs. Bien évidemment l'organique, parce que c'est l'organique qui, effectivement, crée notre histoire à la base. Hein, donc, privilégier quand même que les structures organiques fonctionnent bien et qu'elles soient en place et surtout qu'elles ne soient pas perturbées par la croissance internationale. Et ensuite, au-delà de l'organique, nous, on a pris le parti de faire soit de l'acquisition, c'est-à-dire de la croissance externe lorsqu'on voulait aller dans un pays rapidement, soit de la distribution. Donc, déjà, première chose, c'est bien fixer, en tout cas, c'est ce qu'on a fait, alors, ces 3 axes de croissance, l'organique, la distribution sur certains pays où la croissance externe était compliquée. Je
je pense notamment de quelques pays en Afrique, et puis les acquisitions. Ce qui est important, c'est de ne, enfin, en tout cas chez nous, ça a été de ne pas sacrifier ce qui marche bien. Et pour ça, notre objectif, ça a été d'abord, premièrement, de savoir s'entourer. Alors c'est vrai, et c'est sans flagornerie aucune, mais c'est vrai qu'une approche en solo est toujours un peu compliquée. Donc c'est vrai qu'on a fait très rapidement, d'ailleurs, à plusieurs années, appel à Altios, nous, pour à la fois scanner, négocier, évaluer. Enfin, c'est juste fondamental. En tout cas, de mon point de vue, c'est juste fondamental parce qu'il est vrai que une fois qu'on est présent, un pays n'a plus de secret, mais quand on doit le découvrir, c'est quand même bien agréable d'avoir des locaux, d'avoir des conseils, d'avoir une vision de marché assez éclairée. Pour nous, c'était très important, donc côté Altios. Et puis, peut-être au moins aussi important, c'est vrai, encore une fois, là, il se trouve qu'on est dans un webinar Crédit Agricole, et il se trouve qu'en 2006, quand j'ai créé ma société, la banque de création, c'était la Crédit Agricole, donc il y a une histoire aussi. Il est vrai que pour nous, en tout cas sur les différents pays où on est allé, la relation avec le Crédit Agricole était importante, et donc avec son organisme bancaire, pour plusieurs raisons. D'abord, premièrement, pour trouver un établissement bancaire, ça paraît très trivial, mais trouver un établissement bancaire pour réaliser les opérations locales, ben, c'est pas si simple selon le pays, et surtout avoir tout de suite un lien de confiance qui est juste indispensable. Et puis ensuite, et pour nous c'était fondamental, c'est toute la partie ingénierie financière, c'est-à-dire la gestion, d'abord la gestion des flux, la sécurisation des flux, la sécurisation du change, etc. Sont des sujets qui sont pas anodins, surtout quand on travaille avec des pays comme le Nigeria, le Kenya, le Ghana, la Côte d'Ivoire, etc. Là, on s'improvise pas. Donc la deuxième raison, c'était pour bien structurer, c'était donc de savoir s'entourer. Et puis dernier point, et j'en terminerai avec ça sur cette question, et c'était justement par rapport à ce que j'évoquais sur le premier point, qui était de dire surtout ne pas sacrifier l'existant, laisser fonctionner ce qui fonctionne bien dans l'entreprise. Pour nous, ça a été de créer très rapidement un pôle international, c'est-à-dire de mettre des personnes qui allaient être en charge justement de cette approche internationale-là, pour gérer, pour anticiper toutes les questions, que ce soit des questions juridiques, questions financières, donc questions du financement, être éclairé également sur le plan géopolitique. J'ai 2-3 anecdotes assez intéressantes de choix ou de non-choix qui ont été gouvernés par une vraie réflexion géopolitique, des choses qui vont se passer dans les 2-3 ans qui viennent. Et bien évidemment, cette équipe aussi, elle doit anticiper toute la phase de onboarding, intégration, pilotage, multilinguisme, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours tout de suite, mais le multilinguisme est quand même un élément fondamental, surtout quand on vend des produits comme ça, un peu récurrents, sur lesquels il y a beaucoup de services à délivrer. L'approche multilingue est une approche qui se doit d'être anticipée et structurée d'emblée. Donc voilà, en résumé, premièrement, faire les bons choix sur les axes que l'on va utiliser. Deuxièmement, savoir s'entourer. Et puis troisièmement, très rapidement, pour moi, créer un pôle international. Voilà, Alexandre. Très clair. Ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait sur la préparation d'un projet en nommant notamment un responsable de projet. Oui. On est complètement alignés. Alors, on peut passer à la deuxième question. Donc voilà, sur le choix des pays. Donc voilà, là on est parti de la France. Comment est-ce qu'on agence proprement le choix des pays? Pour vous, c'est vrai que la question était relativement intéressante parce qu'il y en avait quand même pas mal à faire d'un coup. Et comment est-ce qu'on optimise l'intégration de plusieurs sociétés en même temps, quand il y a 2-3 distributeurs, 1 ou 2 acquisitions, 1 ou 2 en organique? Comment est-ce qu'on intègre proprement tout ça, quoi, sans aller trop vite, sans risquer de se brûler un peu les ailes? Alors la vraie question, c'est pour nous, c'est faut-il aller vite ou pas? Après, on essaie de voir comment on peut le faire, mais la question était là. Il se trouve qu'on est sur un marché où tout va très vite, où les taux de croissance sont très importants. Pour une bonne et simple raison, c'est que bon, il y a une vraie appétence du marché, c'est une réalité, et on se trouve un peu dans la situation où, comme à l'époque, quand on avait la grande époque des opérateurs téléphoniques, en gros, globalement, il y avait ceux qui allaient prendre de grosses parts de marché, et ensuite, petit à petit, on essayait de se piquer des clients
à coût de forfait moins cher ou d'avantages X. Nous, on est un peu dans cette configuration sur notre marché, hein, qui n'est pas le marché opérateur téléphonique, mais qui est le marché opérateur de flotte en tant que tel, l'automobile. Donc, il faut qu'on aille assez vite. Il faut qu'on aille assez vite, non seulement sur le territoire français, mais également sur un certain nombre de pays. Et pour ça, donc on n'a pas le choix, il faut qu'on ait des solutions, il faut justement qu'on agence un choix de pays, en tout cas qu'on essaie d'orchestrer tout ça. Donc la question est toujours délicate. Est-ce qu'il vaut mieux aller vite, rapidement sur un pays à forte traction, où le marché est vraiment en train de s'emballer, mais qui va être forcément concurrentiel, ou faut-il peut-être aller dans un pays à moindre traction, où finalement l'implantation sera moins rapide, mais en revanche avec plus de potentialité de croissance, en tout cas un environnement concurrentiel moins farouche. Sur ce sujet-là, à mon avis, il faut faire un mix. Il faut juste ne pas être trop ambitieux dans un sens comme dans l'autre. Je pense qu'il faut faire un mix et essayer de partager son activité d'acquisition à la fois sur des marchés où on sait qu'il y a une forte traction et aller à la bagarre, et tant pis. Mais il faut aussi ne pas négliger les marchés peut-être un petit peu plus exotiques ou qui peuvent sembler plus exotiques où finalement on s'aperçoit qu'on peut aussi écrire de belles histoires. Après, il y a une autre question qui est intéressante sur l'agencement du choix des pays, c'est la proximité ou pas. C'est vrai que spontanément, on a tendance à privilégier la proximité. On est peut-être plus à l'aise à aller en Allemagne, en Espagne, en Suisse ou en Italie. Et en fait, on s'est aperçu sur notre expérience que c'était pas forcément totalement une réalité. Ce qui est à prendre en considération, c'est plus le décalage horaire finalement que la distance. Pour nous, aujourd'hui, il est aussi facile de gérer, par exemple, l'Espagne que de gérer la Côte d'Ivoire ou le Kenya. En revanche, dès qu'on commence à être de l'autre côté, par exemple du côté de la Réunion ou des territoires ou des départements d'outre-mer, finalement, c'est peut-être plus compliqué parce que vous avez des notions d'amplitude horaire pour le support, etc. Et donc, il y a d'autres questions qui se posent. Donc, faut-il privilégier la proximité? Pourquoi pas? Ça dépend peut-être des métiers. En tout cas, pour nous, ce qui est à prendre en considération, c'est vraiment les fuseaux horaires pour voir s'il faut gérer ces amplitudes-là ou pas. Finalement, sur comment agencer proprement les choix, je dirais qu'au final, pour moi, il ne faut pas hésiter à scanner. D'ailleurs, Alexandre le sait bien, on n'a pas hésité à scanner quelques pays, parce qu'on n'a pas forcément toujours la bonne vision. Et parfois, il vaut mieux peut-être lancer 2 ou 3 missions, scanner plusieurs pays, parce que certains peuvent sembler évidents, et puis au final ne pas l'être complètement, notamment en termes de scan et de cibles potentielles. Et à contrario, d'autres qui pouvaient être un petit peu moins séduisants peuvent sembler plus compliqués ou lointains, mais finalement, ils peuvent se révéler effectivement fort intéressants. Donc, il ne faut pas hésiter à scanner plusieurs pays, en tout cas de la même zone, pour essayer de tomber dans le vrai. Alors, est-ce que l'intégration de plusieurs sociétés en même temps est quelque chose de possible? Oui, c'est possible, c'est un vrai challenge. Ça dépend en fait aussi de la maturité, de l'autonomie des structures qui sont reprises. Mais dans tous les cas, il est vrai que le fameux pôle international dont je parlais, c'est-à-dire cette équipe-là complètement dédiée, on est allé chez nous jusqu'à aller créer une structure qui porte le nom de Optimum International Développement, où on a vraiment logé toutes les personnes qui sont vraiment complètement dédiées à l'internationalisation. Et c'est vrai que ce pôle-là, il prend toute son importance. Mais le point clé, en fait, à mon avis, il réside dans le fait de faire basculer très vite les structures sur les mêmes systèmes d'information. Parce que, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. D'abord, premièrement, ça a permis d'avoir une uniformisation de vue. Partager, c'est très bête, hein, mais partager un blog, partager un lieu de partage d'informations, un lieu de partage d'informations internationales, toutes structures confondues, ça crée du lien. Hein, c'est pas encore de l'humain, mais déjà ça crée du lien. Avoir des reportings construits un peu selon les mêmes indicateurs, ça crée du lien aussi. Ça permet aussi de se comparer et finalement de s'identifier un petit peu par rapport aux autres. Bien évidemment, la consolidation s'en trouve simplifiée. Et puis, ça permet aussi d'avoir des objectifs partagés et construits uniformément. Et c'est vrai que pour nous, avant même de démarrer cette démarche d'internationalisation, on avait déjà préparé notre système d'information pour faire rejoindre
la structure Optimum Automotive par soit les distributeurs, soit les structures sur lesquelles on était en acquisition. Pour nous, c'était vraiment un élément clé avant même de démarrer. Voilà. Très clair. Donc, c'était la préparation, encore une fois. C'est oui, super. fondamental. Rapidement, Daniel, la dernière question. Est-ce qu'il faut garder les dirigeants post-acquisition? Et puis, rapidement, peut-être un ou deux conseils pour vraiment structurer voilà, un pack d'actionnaires avec des dirigeants si jamais il reste? Alors ça, c'est un petit clin d'œil d'Alexandre, puisque ce sont des sujets aujourd'hui qui nous occupent un petit peu, notamment sur l'Espagne. Il est évident que cela dépend en fait de la configuration de la structure. Je vois deux cas de figure. Le premier cas, c'est une structure où il y a peu ou pas d'innovation, c'est-à-dire qu'en fait, on reprend des actifs, dans notre cas, on reprend des clients, des comptes clients, et les créateurs en fait sont pas vraiment clés. On a besoin en fait plus d'un savoir-faire d'intégration, mais la vision en fait à moyen terme ou à long terme, c'est pas vraiment un enjeu. Il faut privilégier l'intégration une fois que la structure est intégrée. Je dirais que l'histoire se coécrit avec le groupe. Deuxième cas de figure, une structure avec une innovation non négligeable, assez forte, sur laquelle on compte pour participer à la croissance organique, du coup, cette fois, dans ce cas-là, c'est-à-dire que la configuration est complètement différente parce que, à mon avis, embarquer les dirigeants dans l'histoire, c'est juste une vraie bonne idée, voire même un peu incontournable pour co-construire, co-créer de la valeur. Mais dans ce cas, il faut que le mariage soit un vrai mariage, de raison, bien sûr, hein, mais il faut qu'on identifie clairement les synergies et, si je peux m'exprimer ainsi, la dot de chacun pour créer plus de valeur à deux, parce que c'est vraiment le cas de figure où il ne faut pas que 1 et 1 fassent 2, mais que 1 et 1 fassent plus aux 3. Et là, on a besoin de travailler ensemble. Donc, innovation égale dirigeant, qu'il est quand même important d'embarquer. Merci beaucoup, voilà. C'est très clair. Merci à tous les deux pour ces très précieuses informations. Patrick, je te laisse la main. Oui, merci beaucoup Alexandre, Pierre et Daniel pour votre intervention extrêmement enrichissante. Je vais laisser la parole à présent aux équipes du Crédit Agricole sur les éléments de sécurisation et de financement de ces opérations et toute l'ingénierie financière que le groupe Crédit Agricole peut vous apporter. Damien, je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais essayer de compléter les deux témoignages très, très intéressants des chefs d'entreprise par celui d'un banquier entreprise. Alors, pour ceux qui suivent l'actualité bancaire, le Crédit Agricole est aujourd'hui aussi dans un projet de croissance externe en Italie avec la Banque Creval, mais c'est pas le sujet du jour et c'est bien avec ma casquette de banquier corporate que je vais dire quelques mots sur les financements des projets de croissance externe et partager quelques retours d'expérience. D'abord, en général, les banquiers sont très volontaristes pour accompagner nos clients entreprises à l'international parce que ce sont des projets qui sont porteurs de sens et qui traduisent des stratégies de développement. Et parce que nous faisons le constat, et là pour le coup il y a une adéquation assez parfaite entre la théorie puisqu'on constate sur le terrain, que les entreprises en croissance, ce sont celles qui innovent et qui se projettent à l'international. Alors, une croissance externe, c'est toujours un sujet à fort enjeu stratégique pour nos clients avec des volets ou des sous-thèmes qui sont nombreux à décliner et dont la réalisation, la bonne exécution finalement conditionne la réussite globale de l'opération. C'est vrai en France et c'est encore plus vrai finalement à l'international. Et donc, avec beaucoup de volets qui se complètent, on voit bien que l'accompagnement de la croissance externe en Europe, elle porte une dimension très, très collective. Alors, il y a Altios, évidemment, les avocats, les conseils et les banques. Et là encore, sur le sujet banque ou le sujet financement, il y a potentiellement de très nombreux intervenants. Et c'est pour ça qu'on a voulu que pour nos entreprises clientes, le point d'entrée, ce soit le chargé d'affaires entreprise, qu'on positionne comme l'interlocuteur privilégié du chef d'entreprise, et puis comme un assembleur de solutions. Son rôle finalement, c'est d'identifier les problématiques de financement, les besoins, les pistes de solutions. C'est de mettre en relation avec les expertises du groupe. Alors, il y a une expertise
CACIB qui ont été présentés par Catherine en début de réunion. Anne présentera Sodica, il y a les réseaux internationaux des banques de proximité, il y a les structures de leasing, par exemple, quand il y a des actifs immobiliers ou mobiliaires financés, etc. Donc, il y a toute une série d'experts dans le groupe à mobiliser. Et puis, il y a aussi des experts en interne dans nos caisses régionales. On a des départements spécialisés sur les opérations internationales qu'on a l'habitude de faire, des lignes de crédit à l'international, des opérations de trade. C'était évoqué tout à l'heure par Optimum Automotive. D'ailleurs, dans ce domaine, on a entre nos équipes internationales et Altios un long compagnonnage et on se connaît bien, on s'apprécie. Je pense que c'est aussi un gage d'efficacité du binôme. Il y a évidemment le sujet des couvertures de change, mais je ne vais pas lister toutes les expertises à l'international. Et puis, il y a le financement d'acquisition avec nos équipes crédit, avec celles de CACIB, le cas échéant. Et donc, tout l'enjeu, c'est de conjuguer ces forces pour aider les entreprises à cibler, à financer des croissances externes à l'international et ensuite à les intégrer. Et là, on retrouve quelques bonnes pratiques qui ont déjà été évoquées sur d'autres aspects des croissances externes, mais je pense qu'ils sont également très, très importantes sur le financement. D'abord, les financements se préparent tôt et ensuite, on est vraiment dans le domaine du sur-mesure. Du sur-mesure parce qu'il y a plusieurs modèles possibles. Ça peut être un financement au niveau de la holding française pour l'acquisition des titres de sa future filiale ou par des apports en compte courant. On peut être en cofinancement avec les banques du réseau international du Crédit Agricole. On peut garantir des financements émis par ces banques locales. Il y a plein d'autres possibilités d'intervention. Et je crois que la créativité, en tout cas le sur-mesure en la matière, est important. Et du coup, il y a une importance du dialogue entre le dirigeant et le banquier sur les priorités, les enjeux stratégiques, les objectifs des implantations internationales, la rentabilité actuelle, la rentabilité future de ces acquisitions. Est-ce qu'on est dans une logique d'un bureau commercial qui va amener de la production aux usines et aux bureaux d'études en France? Est-ce qu'au contraire, ça va être un lieu de production? Évidemment, tous ces aspects-là, ils sont à intégrer dans le montage du financement, se projeter sur une trajectoire parfois de moyen long terme quand on est sur des financements qui peuvent être un peu longs. Donc, il n'y a pas une solution toute faite qui serait à dupliquer, mais il y a bien une réponse qui est co-construite en se nourrissant de l'expérience de nos experts groupes et puis des partenaires. Je crois que vraiment la clé en l'occurrence, c'est d'avoir les bons spécialistes et les bonnes compétences. Et sur le financement aussi, sur ce volet-là, on est sur des opérations qui ne tolèrent pas l'à peu près, donc il faut être sur quelque chose de très préparé, de très construit. Et j'en viens à mon deuxième point, je disais il faut intervenir, il faut faire du sur-mesure et intervenir tôt. Et tôt, Catherine l'a un peu dit au départ, il faut solliciter son banquier, même s'il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas figés sur les modalités exactes de l'acquisition, les conditions de la transaction, etc. Mais il faut, je pense, vraiment éviter le séquencement en se disant il y a d'abord la recherche de la cible, et puis après il y a le financement, et puis après il y a le paiement. Il faut presque travailler un peu ces sujets en parallèle. Alors ils avancent à des vitesses qui sont pas les mêmes, mais c'est vraiment important qu'on soit dans ces sujets-là le plus en amont possible. Il nous arrive par exemple pour réfléchir sur le meilleur mode de financement, de faire des pitchs à blanc sur une acquisition d'une cible fictive auprès d'un dirigeant d'entreprise, ce qui lui permet de mesurer quel est finalement le niveau de financement qu'il peut attendre, quel est le meilleur montage entre de la dette, du fonds propre, etc. Ça aide à la maturation de la réflexion. Ça lui permet aussi, je pense, d'être opportuniste au bon sens du terme et d'être très réactif dans des phases de négociation ensuite avec les cibles. Donc voilà, c'est vrai sur le choix de la cible, c'est vrai sur la réalisation du process d'acquisition, sur l'intégration, et ça reste très vrai aussi pour le volet financement. Il faut le plus possible et le plus en amont identifier et réunir les bonnes compétences pour co-construire la meilleure solution. Voilà ce que brièvement je souhaitais partager avec vous.
Merci beaucoup, Damien. Je vais poursuivre avec Anne Sorlu-James de Sodica, qui va pouvoir intervenir sur la partie ingénierie financière, financement de fonds propres. Anne, si tu veux bien. Tout à fait. Alors, sans vidéo, excusez-moi. Donc, juste un petit rappel. Donc, Sodica est la structure du groupe Crédit Agricole dédié au M&A pour les PME et pour les ETI, en fait. Voilà. Et très souvent, nous sommes plutôt sollicités dans le cadre de sessions, d'opérations financières, levée de fonds, LBO, etc. Mais il nous arrive néanmoins de travailler de temps en temps sur des opérations d'acquisition ciblées en France et bien sûr à l'étranger, et en particulier en Europe. Ça a été notamment le cas il y a quelque temps de l'acquisition par le groupe coopératif InVivo d'un négociant aux Pays-Bas qu'il s'appelait Barsma Vines. En fait, l'idée stratégique ici était donc d'acquérir une plateforme logistique pour ensuite délivrer tout le nord de l'Europe. Voilà, on a travaillé sur des sujets d'intérim, d'acquisition d'intérim en Espagne. Au Danemark, on a travaillé sur des sujets d'ingrédients alimentaires. On a travaillé sur de l'agro et en particulier des biscuits en Espagne aussi pour des groupes français. Et plus récemment sur des sujets d'équipement automobile aux Pays-Bas. Voilà, on a également travaillé dans l'univers de l'emballage. On avait une cible en Pologne. Donc voilà, ça nous arrive en fait de travailler auprès de ces clients dans leur stratégie de croissance externe. Voilà, et dans ce cas-là, on les sollicite, enfin on les accompagne sur l'approche, la valorisation, l'organisation des due diligence, l'organisation juridique, évidemment la négo et le financement. Voilà, donc pour toutes ces opérations à l'international, on s'appuie sur notre petit réseau international, voilà, comme NIBC aux Pays-Bas, ou les structures du groupe que CACIB organise et anime. Voilà, mais travailler avec Altios, et on l'a fait récemment, c'est un plus pour nous car ça permet donc de sécuriser l'approche puisqu'il y a une excellente connaissance des territoires locaux et sécuriser l'opération, voilà, puisqu'il y a l'adaptation à la culture et l'intégration, l'aide à l'adaptation et à l'intégration à la suite également de l'opération. Donc voilà, nos travaux sont extrêmement complémentaires avec ceux de Altios. Voilà, et donc pour ce qui concerne notamment le financement, puisque là, comme le disait Alexandre, la préparation à une opération de croissance externe à l'étranger est absolument essentielle. On l'a connu d'ailleurs à notre défaveur sur un sujet de croissance externe aux Pays-Bas, puisque en fait le sujet c'était de renforcer la structure bilancielle de la société qui voulait acheter cette société-là aux Pays-Bas. Et en fait, il a fallu mener tout de front, à la fois le dimensionnement de la levée de fonds qui en général prend 4 à 6 mois. Alors on peut se presser, on peut aller plus, enfin, on peut essayer de gagner du temps, mais ça reste quand même un temps de 4 mois incompressible. Voilà, et du coup, on a perdu le fil dans la négociation parce qu'on n'était pas suffisamment prêt et on n'a pas pu concrétiser cette opération de croissance externe parce que voilà. Donc d'où la nécessité de se préparer en fonds propres notamment parce que c'est assez long à faire. Évidemment pour tous les aspects bancaires aussi, ça Damien le disait tout à l'heure. Voilà, il faut tester même sur des cibles, même si les critères, la cible n'est pas réellement identifiée, en tout cas sur ces critères qu'on a définis préalablement, tout ce qui est idéal, en fait, il faut tester les solutions de financement et en particulier voir si des solutions en fonds propres doivent être mobilisées. Et ça, on peut aider nos clients dans ce travail-là. Voilà.
Merci beaucoup, Anne. Alors, on avait déjà des questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à compléter via la fonction de chat. On avait une question qui s'adresse plus à nos deux dirigeants d'entreprise. C'est comment, selon votre expérience, vous avez géré les différences culturelles dans le cadre de stratégies d'acquisition. Vous en avez parlé lors de vos interventions, mais face à quelle situation vous êtes-vous retrouvés et comment avez-vous pu les traiter? Moi, je peux parler de notre expérience, Daniel Vassallucci, donc Optimum Automotive. Je peux parler de notre expérience notamment en Afrique, où on a appris. Et puis surtout, en fait, on n'a pas hésité à très rapidement faire appel à des country managers qui avaient entre guillemets la double approche, c'est-à-dire à la fois une approche très ancrée, très locale, avec les habitudes culturelles qui somme toute étaient différentes de celles que l'on maîtrisait bien, notamment en Europe, mais qui quelque part, et c'était pour nous un élément de recrutement fondamental, avait aussi quand même une expérience dans notre propre approche et du coup qui a su à la fois dans un premier temps opérer le lien, mais nous apprendre aussi peut-être des codes que nous ne maîtrisions pas. Mais pour, on va dire, étayer la question, il est vrai que c'est un sujet et qui n'est pas forcément un sujet sur les destinations lointaines. Une intégration d'une structure en Allemagne, ça n'a juste rien à voir avec une intégration d'une structure espagnole ou portugaise. Il est clair que nous sommes tous très européens, mais en même temps, nous avons aussi nos singularités qu'il faut respecter et surtout qu'il ne faut pas négliger clairement. Voilà. Je laisse la parole à Pierre. Oui, merci, c'est pour compléter, mais c'est tout à fait ça. La multiculture internationale, on la connaît, elle n'est pas uniquement spécifique à la croissance externe. Et je pense que le plus important, c'est de s'entourer des personnes compétentes qui sont dans le pays depuis longtemps, qui connaissent la manière d'approcher les sujets. Voilà, donc on parle d'Altios parce que vous êtes implanté dans le monde entier et c'est un des partenaires importants. Vous avez des tas de réseaux, hein. Les banques aussi localement le sont. Je fais partie des conseillers du commerce extérieur, comme un réseau de 4000 Français dans le monde qui sont là pour aider justement à l'implantation, au développement, au rayonnement international des Français. Et toutes les échanges avec des gens qui sont locaux, qui ont la double culture française et celle du pays, c'est qu'un plus. Voilà. Et pendant la négociation, ça va être très important. Ça va être très important parce qu'il y a des non-dits, il y a des façons de dire les choses et ça peut faire gagner beaucoup d'argent, comme ça on peut en faire perdre beaucoup si on interprète mal les choses. Et donc voilà, c'est comme dans tout sujet, être bien entouré, avoir le bon conseil local. Ouais. Merci beaucoup. Une autre question, qui s'adresse peut-être un peu à tout le monde, c'est comment bien définir son enveloppe d'investissement. Donc aussi bien à vous, dirigeants d'entreprise, que partenaires bancaires financiers, dans le cadre de projets d'acquisition. Est-ce que quelqu'un veut répondre? C'est une question intéressante. On va dire que ça dépend du profil, peut-être, de l'entreprise, de l'entrepreneur. Mais j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas sous-estimer les moyens nécessaires de l'intégration. Donc, au-delà du business plan classique permettant d'écrire peut-être une histoire localement, il faut intégrer des coûts d'intégration non négligeables qui sont toujours un petit peu au-dessus de ce que l'on a imaginé. Ça, c'est un trait commun que j'ai pu voir. On est toujours un petit peu au-dessus parce que malgré tout, la distance a un coût et que ça nécessite peut-être plus de moyens que ce qu'on a pu l'imaginer, en tout cas en local. Et il ne faut pas négliger cette partie-là de l'enveloppe. C'est juste un témoignage de vécu. Voilà. Pierre? Oui, c'est dans le même sens. Hein. On est toujours trop optimiste. Donc, il faut mieux partir avec un réservoir bien plein et un réservoir de secours que partir avec un réservoir à moitié plein en disant que ça va être plus léger. Non, je pense qu'il faut prévoir, quoi.
C'est comme tout développement classique. Il faut même avoir plus, pas trop non plus, mais on est toujours trop optimiste et il y a toujours des incertitudes qui arriveront et il faut mieux les anticiper, ce sera beaucoup plus facile quand ça arrivera après pour les résoudre. Damien, je vous laisse poursuivre. Ouais, même idée, au-delà aussi des coûts d'acquisition ou d'intégration, il y a aussi des enveloppes de CAPEX qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'il ne faut pas minorer. Parfois, dans les process justement de cession, le dirigeant qui cède son entreprise, donc le dirigeant étranger en l'occurrence qui cède son entreprise, il a parfois un peu tendance à minorer les besoins d'investissement pour la poursuite de l'activité. Donc, c'est important d'avoir des enveloppes de CAPEX qui soient aussi bien dimensionnées. Parfait, merci beaucoup. Je vais prendre une dernière question. On a beaucoup parlé de la partie préparation avec tous les conseils, les recommandations que vous avez apportées les uns les autres. La question concerne plus la partie intégration. Qu'est-ce qu'une intégration réussie? Comment allez-vous sécuriser ce processus d'intégration avec les équipes que vous reprenez dans un pays, dans une structure? Quel système de pilotage? Quel conseil? Alors, pour ma part, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure lors de mon intervention, c'est vrai que je pensais, je crois que c'est la bonne vision, hein, si on peut le faire, je pense qu'il faut le faire. Je pensais que partager très rapidement un système d'information était fondamental. Encore une fois, ça part de l'information globale, hein, transversale, multifiliale, multicontinent, etc., jusqu'aux indicateurs, aux intranets internes, aux ERP, voire au CRM. Je pense que très rapidement, il faut arriver à faire partager en fait une dynamique et pour partager une dynamique, en fait, il faut partager des chiffres comparables. Il faut avoir la capacité, nous, d'avoir des tableaux de bord macro nous permettant d'analyser facilement l'activité, que je sois de l'autre côté de l'Atlantique ou que je sois tout à côté sur le plan géographique. Je pense, en tout cas, chez Optimum Automotive, ça a été vraiment pour nous fondamental. On a d'abord voulu se préparer à faire en sorte que les différentes acquisitions très rapidement puissent entrer dans notre système d'information. Encore une fois, à la fois pour piloter, pour valider, pour challenger, et puis surtout pour faire partager les objectifs et pouvoir vivre le groupe dans sa globalité. Je pense que faire vivre le groupe dans sa globalité très vite pour une intégration, à mon sens, c'est quand même un vrai gage d'intégration réussie. Parfait. Je ne sais pas si Pierre, vous souhaitiez compléter. Oui, encore une fois, on est en phase. Je pense que ça soit de la croissance externe ou de la création d'entreprise, c'est pareil à l'étranger. Important du système d'information, de la communication, surtout dans des situations actuelles où on ne peut plus voyager. Partager l'information, être sûr que la compréhension est la même, les mots sont les mêmes pour les uns et les autres, surtout dans l'interculturel. Et puis, quand on est en début de process d'intégration, il faut essayer d'intégrer en amont le plus tôt possible les personnes dans le projet, de les amener dans le projet, surtout ceux qui vont rester, hein, leur faire comprendre où on veut aller. J'ai un exemple actuellement en Colombie, on a déjà impliqué des salariés de la future société avec nous dans des projets de R&D. On a pris un risque, mais ce risque-là, il est important à prendre. Et ça, on commence à semer des petites touches pour voir comment les gens réagissent, comment ça se passe. Donc l'humain encore est fondamental là-dessus, mais c'est sûr que ça ne suffit pas, il faut les couches techniques. Encore une fois, actuellement, grâce à tous les systèmes de business intelligence qui arrivent sur le marché, ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup. On va en rester là pour ce webinaire. Je tiens à remercier en fait l'ensemble de nos intervenants, donc Catherine Hédou, directrice du pôle d'accompagnement international du groupe Crédit-Agricole, Alexandre Kaplan, directeur de la practice Corporate Finance au sein d'Altios, Pierre Casoli et Daniel Vassalucci, deux dirigeants d'entreprise, donc Ambalizo et Optimum Automotive, et enfin nos équipes, les équipes du Crédit-Agricole représentées par Damien Leray, directeur du marché d'entreprise Alpes-Provence, qui accompagne Optimum Automotive sur le même territoire, et Anne Sorlu-James de Sodica. Donc merci à vous tous, merci aussi à vous
qui avez participé à ce webinaire. Je voudrais vous donner rendez-vous à notre prochain webinaire qui aura lieu le 25 mai et qui sera dédié à la filière des vins et spiritueux. Donc, pour ceux que cela intéresse, si vous êtes dans le secteur des vins et spiritueux, on se retrouve avec grand plaisir le mardi 25 mai. Merci encore et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.